C'était ça, non? Mhm. Bon, c'est vrai que ce sont les mots en anglais, du coup c'est un peu compliqué. Donc de façon assez simple, c'est ça la différence entre une idée et une opportunité d'affaires. De façon assez simple, terre à terre. C'est-à-dire une opportunité d'affaires, c'est simplement une idée qui a du potentiel. Ok. Bah, ce que j'avais dit. Coach Herman, est-ce que tu enregistres? Oui, oui. Ça maintenant vient de commencer. Ok, merci. Ok, merci. Du coup, ce que j'avais dit cette fois-là, si moi aussi j'ai bonne mémoire, hein, c'est qu'on pouvait avoir des millions d'idées. Que toutes les fois, les idées pouvaient nous venir par seconde. On avait même parlé de 800 000, 1 million d'idées par seconde. Et que toutes les idées pouvaient même résoudre des problèmes. Et que toutes les idées pouvaient même avoir le potentiel a priori. Et que les idées venaient de plusieurs choses. Notre patrimoine génétique, nos difficultés, nos ambitions, tout ça réuni. Et on avait dit le jour là que, euh, que la particularité d'une idée, c'est qu'elle est inutile si elle n'est pas traduite en parole ou en action. Mais sauf que dans les affaires, ça ne suffit pas de traduire une idée en parole ou en action. On devait tester l'idée pour savoir si l'idée peut devenir une opportunité d'affaires. Et on avait dit qu'on testait l'idée par ce qu'on appelait le proof of concept. Et que le proof of concept, c'était la méthode qui nous permet de vérifier la pertinence, la performance d'un concept ou d'une idée. Et on avait dit que dans le proof of concept, on avait pour objectif de démontrer la faisabilité du projet. On avait dit que on s'était posé la question de savoir, si le projet était exécutable. Ça veut dire les lois de l'environnement, non les lois, l'environnement, l'État, les personnes, les lois, l'environnement, l'État, les personnes, le promoteur même, est-ce qu'il avait la capacité de tenir jusqu'au bout? On avait fait l'analyse du profil du promoteur, on avait vu les lois en vigueur, on avait vu l'environnement, on avait vu l'État, on avait même vu le besoin que ça relevait. On avait cherché, non, on avait vu le besoin, c'était la première étape, la faisabilité du projet. Donc, dans la faisabilité, il y avait les lois, il y avait l'environnement, il y avait l'État, il y avait les personnes qui devaient accompagner le projet, les personnes indispensables à l'implémentation du projet. Et on avait vu l'entrepreneur, enfin, le mindset de l'entrepreneur lui-même. Ensuite, on avait dit que on analysait les fonctions du produit. Donc, à quel besoin exactement est-ce que l'idée répondait? Quels sont les problèmes ou la situation que l'idée vient résoudre? Ensuite, on avait dit que on s'était posé la question de savoir c'est quoi la valeur ajoutée de l'idée. Est-ce que c'est nécessaire de résoudre ces problèmes-là? Est-ce que ça ajoute quelque chose de résoudre ces problèmes-là? Après, on avait identifié les risques potentiels ou les erreurs potentielles, donc analyse des consommateurs, la cible, le marché, la concurrence à court terme et à long terme. Et après, on avait vu le timing pour lancer le projet. Donc, on avait dit en fait que quand tu as une idée, même si a priori elle est rentable, elle doit pouvoir vérifier toutes les 5 étapes pour pouvoir s'appeler une opportunité d'affaires. On est bon. Ensuite, on avait dit que toutes les idées peuvent être améliorées. On avait souligné le fait que quelqu'un ait une idée qui n'est pas a priori, qui ne valide pas les 5 étapes du proof of concept à 100%, ne voulait pas dire qu'on allait rejeter son idée. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé de l'objectif du consultant, de la communication, de l'amélioration et tout ce qui allait avec. Vous vous souvenez? Et en plus, c'est Dylan, je crois que c'est toi qui avais posé la question. On avait passé au moins 20 minutes là-dessus, continuer ou non le projet. Et on s'était dit à la fin qu'un consultant ne disait jamais non.
Et je me souviens, on avait pris plusieurs exemples. On avait dit qu'au pire, on conseillait la personne et on la mettait face à sa difficulté et on la menait à se rendre compte que son projet ne fonctionnait pas. On est bon? Ça vous revient maintenant? Voilà, merci Chrysos. Ensuite, on a parlé de la motivation et la vision. Motivation et vision, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Chrysos, motivation et vision, qu'est-ce qui te revient? Ok. Pour ce qui est de la motivation, on avait dit la motivation répondait à la question pourquoi est-ce que la personne a lancé le projet, quelles sont les raisons qui ont poussé le porteur de projet donc, à vouloir implémenter l'idée qu'il a ou du moins le projet sur lequel il veut se lancer. Donc, il fallait examiner un certain nombre de choses. Si celui-ci était capable de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir faire face à toutes les contraintes que le projet, qu'il pouvait rencontrer, toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans le projet. Est-ce qu'il était prêt à pouvoir traverser toutes les barrières possibles pour pouvoir tenir son projet sur une longue durée? Donc, il fallait principalement creuser tout ce qui a motivé le projet ou du moins tout ce qui a la source du projet que le porteur a décidé de lancer en fait. Et la vision, la vision principalement répondait à la question où est-ce que on se voit dans le projet d'ici X années, on pourrait dire. Ça pouvait être sur le court terme, moyen et long terme. Donc, où est-ce que le porteur de projet se voit sur le court terme, le moyen et le long terme avec le projet qu'il s'apprêtait à lancer. Je crois que c'est comme ça qu'on avait résumé la motivation et la vision. Ok. Merci. Ghislaine, motivation et vision, qu'est-ce que tu retiens? Si, professeur Stoyakien. Bon, motivation et vision. Sur le chapitre là, je me rappelle qu'on parlait, on avait beaucoup insisté sur les excès de motivation. L'objectif était de pouvoir déterminer si quelqu'un était beaucoup trop motivé sur son idée ou sur son projet. Et si ce n'était pas une surexcitation, donc il fallait savoir reconnaître cette motivation-là, parce que quelqu'un peut être assez motivé, mais alors que l'idée, alors que l'idée n'est pas assez viable. Et justement, l'objectif, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, c'était qu'on ne devait pas trop les faire des questions trop directes, genre, il ne fallait pas les presser sur le comment, bref, sur comment, des trucs comme ça, pourquoi, mais plutôt amener la personne à voir que son idée ou alors son projet, bref, l'amener à réfléchir sur son projet. Bref, je ne sais pas si je suis en train de bien résumer ça, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'avais encore retenu en ce moment-là? Pour la vision, c'est à peu près ce que l'autre a dit, et il fallait trouver plus ou moins la meilleure version du projet qu'on présente. Et bien évidemment, l'objectif était d'orienter. Je me rappelle quand même que tu insistais beaucoup sur il fallait orienter les projets, parce que moi, je me rappelle d'avoir les gros projets, et le jour là, tu disais justement que on peut avoir un grand projet, et ce projet n'est pas assez, n'est pas comment je vais expliquer ça avec tes mots, ou alors avec mes mots.
C'est que tu as souvent des mots là. Quand il doit répéter ça, ça part dans mon esprit. Bon, bref, en fait, moi, je veux dire que ce que j'avais retenu de ce chapitre-là pour la motivation, c'était vraiment le côté où tu insistais qu'il y a des personnes que, quand ils ont leurs idées, ils voient que c'est l'idée du siècle. Et pourtant, ce sont des idées que tout le monde peut avoir. Et ils sont beaucoup trop motivés, beaucoup trop surexcités sur leur Ça veut idée. dire qu'on ne devait pas être amoureux de son idée. Voilà. Et maintenant, c'est au consultant de les faire comprendre qu'il peut avoir des problèmes avec son idée, mais sans toutefois lui faire, tu disais de ne pas le faire douter à la personne de son idée, mais il fallait orienter en fait, en évitant des questions trop personnelles, mais quand même qui oriente la personne en fait. Et il fallait être créatif. Tu parlais de la créativité. Il fallait que quand on pose des questions, qu'on cherche à connaître déjà même la personne qui est motivée. Il fallait entrer sur son pourquoi de cette motivation. Qu'est-ce qui a généré cette idée en lui et où est-ce qu'il se voit? Est-ce que ce sont des idées qui sont vraiment... Est-ce que c'est une motivation de là, ou alors vraiment la personne la tient? Est-ce que c'est une motivation financière? Est-ce que c'est... Bref, qu'il pouvait avoir plusieurs types de motivation et il fallait déterminer la motivation principale qui poussait la personne à vouloir mettre son idée sur pied. Et bref, je crois que c'est plus ou moins ça que j'avais un peu retenu. Je crois que quand les autres vont parler, les idées vont encore venir. Ok, merci beaucoup, Ghislaine. Je crois que si tu n'avais pas parlé, les gens ne se seront pas souvenus de cette partie-là. Tu vois, dans le cours, chacun retient, tout le monde ne retient pas la même chose et les mêmes choses ne nous marquent pas forcément. Anne-Marie, à toi le tour. La question, c'était laquelle? Motivation et vision. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens sur la motivation et la vision? Bon, déjà, la motivation, c'est je veux dire quoi? C'est ce qui a déclenché la personne à lancer ce projet ou alors à adopter l'idée qu'il a. Donc, et il n'a pas retenu beaucoup de choses de ma tête là. Maintenant, la vision, c'est comment est-ce que la personne se projette avec son projet. Est-ce que c'est un projet juste pour résoudre un problème ponctuel? Est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un projet que la personne porte parce qu'il voit ça sur la durée? J'ai pas retenu grande chose. I'm sorry. Ok. Attends. Coach Herman, motivation et vision, qu'est-ce que tu retiens, coach? Ok, merci beaucoup. Concernant la motivation et la vision, je pense qu'ils ont déjà abordé une partie. Et ce que j'aimerais ajouter, le jour-là, on avait retenu que ce n'est pas bon de dire non à quelqu'un qui a apporté son projet pour dire non, ça ne va pas marcher, il faut oublier ça. Que ce n'est pas bon de le dire. Autre chose aussi, quand on parle de motivation, c'est la raison pour laquelle la personne veut se lancer. J'espère que vous me recevez. Oui, 5-6. Super. La vision, c'est sa projection. Et ce qui est conseillé, c'est de dater sa vision d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici telle année. Je compte avoir tel nombre d'entreprises bien élargies jusqu'à tel niveau, atteindre tel nombre comme chiffre d'affaires et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qui est la vision. Merci. Merci. Alors, Monsieur Dylan, dites-nous, vision et motivation. Quand vous prononcez mon nom, il faut prononcer un peu fort, pardon. Parce que
Euh, on parle de motivation et de vision. Bon, je pense que la plupart des personnes ont déjà tout dit, hein. Lorsqu'on parle de motivation, c'est le pourquoi le projet, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il vient. Et je me rappelle ce jour, on a fait un petit détour sur le pourquoi, parce que Chrysostome se disait, lorsqu'on lance un projet, et si c'est juste l'argent qui est derrière, le projet ne va pas perdurer. Et là, on s'est dit qu'en réalité, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Lorsque là, on parle d'argent, c'est si on parle d'un montant fixe, est-ce qu'on parle, du moins, est-ce que c'est devenir riche? Est-ce que c'est un montant fixe? Est-ce que c'est juste avoir beaucoup d'argent? Est-ce que, et on a vu que dépendamment des cas de situation, voilà, ça pouvait être une motivation assez conséquente afin de pouvoir lancer un projet. Donc, la motivation, c'est simplement le pourquoi est-ce qu'on met sur pied le projet. Et là, ça va réellement dépendre du porteur de projet, ça va dépendre de ses réalités, de son environnement, de ce qu'il a vécu. Et dans cette partie particulièrement, on avait abordé la notion de, je ne sais pas si je vais dire feeling, ou le fait que voilà, la plupart des informations relatives, que ce soit à la motivation ou à la vision, vont se prendre au contact. Quand je dis prendre au contact, ça veut dire parfois c'est pas intuition, parfois c'est pas simple logique lors de l'échange avec la personne avec laquelle on converse, parce que très souvent, il va arriver des cas où on ne pourra pas poser des questions directes aux personnes pour qu'elles puissent nous donner des réponses spécifiques comme on le souhaite. Ça veut dire pourquoi est-ce que tu as lancé le projet? Peut-être elle a des raisons qu'elle veut te cacher. Ou même on peut avoir des profils en face de nous qui ne sont pas adaptés, ou du moins qui ne sont pas adéquats pour qu'on leur pose ce type de questions. Tu avais par exemple pris l'exemple avec Samuel Eto'o. Si tu as Samuel Eto'o en face de toi, tu vas pas te demander pourquoi est-ce que tu as lancé le projet. Non, ce serait un peu stupide. Du coup, ce qu'il fallait faire là, c'était trouver les informations, mais sans réellement avoir à pouvoir poser les questions directes. Ça se faisait de façon subtile, ça se faisait dans l'échange, ça se faisait à travers le flux d'informations qui passait, qu'il fallait tout simplement analyser, comprendre et accompagner. Toujours concernant la motivation ainsi que la vision, on s'est dit, OK, lorsqu'on va analyser certains projets, ou du moins certaines idées, certaines motivations, certaines visions, on va se rendre compte que il se peut même que le projet, du moins, il se peut que, voilà, ça ne s'y est pas, ou ce n'est pas ce qu'il faut faire, ou la vision n'est pas bonne, ou la motivation n'est pas bonne, mais on avait interdiction de pouvoir dire au porteur de projet de pouvoir stopper. Non. Ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait tester, on allait l'accompagner, et au vu des résultats, on allait tout simplement voir ce qu'il y a lieu de faire. On a également dit que c'était la vision. La vision, si je ne me trompe pas, elle peut évoluer au fil du temps. Quelqu'un peut lancer un projet, la vision qu'il avait au départ, ce n'est pas réellement celle qui sied le mieux. Et on a parlé également de motivation. On s'est demandé, OK, vous avez quelqu'un qui a... C'est la motivation, la vision. On s'est demandé, est-ce qu'on peut créer la vision? Voilà. Est-ce qu'on peut créer la vision chez quelqu'un? Et on a fini par dire, oui, c'est possible qu'on puisse créer la vision chez quelqu'un qui n'en a pas, afin de l'accompagner à avoir une vision pour son projet à long terme. Donc, je pense que la plupart des personnes ont déjà dit, c'est juste quelques petites précisions. Ok. Bon, j'avais dit, je crois que vous avez dit la majorité des choses. J'avais dit que la motivation, c'est les raisons, c'est l'intérêt, c'est l'élément qui poussait quelqu'un à passer dans son action. C'est les raisons profondes pour lesquelles quelqu'un se lançait dans l'action. Et dans le business, quelqu'un voulait agir. Et on avait dit que pour le porteur de projet, principalement, la motivation était indispensable à la réussite du projet et qu'on pouvait avoir les belles stratégies, on pouvait être des consultants excellents, on pouvait mettre en place des moyens financiers, mais si lui-même n'était pas motivé, le projet a beaucoup de chances d'échouer parce que on avait dit que malgré la pertinence de nos conseils, l'argent et tout, le projet passe toujours par la phase de lancement. Et que la phase de lancement traîne toujours. On n'a pas toujours les résultats qu'on a prévu d'avoir sur le business plan. Et que pendant ce temps, le porteur de projet avait besoin de motivation. Et j'avais dit que l'engagement, quand il y a plus d'engagement, il y a plus d'efforts. Et quand il y a plus d'efforts, il y a plus de performance. Et j'ai dit que ce sont des choses, en fait, qui influencent le
les personnes même qui travaillent avec le motivateur de projet, dans le projet. Donc, l'effort que le porteur de projet sera prêt à consentir, ce qui est poussé par ses motivations réelles, va affecter ou contaminer, va influencer le reste de l'équipe. On se souvient? Oui. Voilà. Et ici, j'avais même dit que on avait même parlé des compétences et des qualités requises pour devenir entrepreneur. Et on avait dit que tout le monde ne peut pas entreprendre malheureusement. Vous vous souvenez? Où on avait parlé du profil idéal d'un entrepreneur. On avait dit qu'il devait être capable de prendre des risques quelque part, il devait être compétent en gestion de projet, il devait disposer du charisme d'un leader pour fédérer et piloter son équipe. On avait dit qu'on devait tester s'il respectait les délais, où il assumait ses responsabilités, s'il savait bien gérer le stress, s'il avait une bonne connaissance de la gestion des entreprises. Et je me souviens, on avait dit que j'avais parlé de soft skills et des hard skills. Et j'avais dit que pour tout ce qui était hard skills, on pouvait développer ça en l'entrepreneur. Ce sont des choses, en fait, qu'on pouvait apprendre, comme la gestion d'entreprise, la gestion de risque, le marketing, la gestion des ressources humaines. Et que pour tout ce qui était soft skills, c'était des trucs qui étaient malheureusement difficiles à développer. Comme la gestion du stress, comme assumer ses responsabilités parfois, comme le bon leadership, le bon management, comme le travail en équipe, que voilà, s'il y avait des choses qui étaient innées et que c'était compliqué à développer. Et que on disait qu'un entrepreneur qui a beaucoup de soft skills et qui n'a pas beaucoup de hard skills serait meilleur qu'un entrepreneur qui a beaucoup de hard skills, qui est très compétent, très bon en gestion de projet, mais qui n'a pas les soft skills pour pouvoir manager son équipe. Vous vous souvenez? Oui, je me rappelle. Voilà. Après, on avait parlé de quel type de questions est-ce qu'on devait poser pour déterminer justement le profil de l'entrepreneur, d'où l'histoire de Samuel Eto'o, d'où l'histoire de Chrysostome qui disait que si quelqu'un est motivé par l'argent, c'était pas une bonne motivation, et on avait demandé quelle quantité d'argent, que c'est quoi d'abord la somme. Et on avait dit que malheureusement, quelqu'un peut être bien motivé par l'argent et aller jusqu'au bout. Tout dépend en fait des objectifs qui s'est fixés. Voilà. Et la vision, on avait posé la question de savoir si on pouvait créer la vision en quelqu'un. Que la vision, en fait, allait aider parce que ça nous disait, en fait, jusqu'où le porteur de projet lui-même voit son projet. Et on avait dit ici qu'on pouvait améliorer la vision, que tout dépendait et qu'on ne disait jamais non, une fois de plus. Donc, pour passer, on a parlé de l'analyse du produit et des services proposés. Et on a encore parlé de la vision. C'était quoi? Oui, Ghislaine, tu as levé la main. Je me rappelle aussi, je crois que c'était aussi le moment là que tu parlais beaucoup de résilience. Le mot là vient dans mon esprit, sauf que je ne me rappelle plus trop ce que c'était. La résilience, en fait, c'était le fait pour l'entrepreneur de tenir jusqu'au bout. Et c'est Gustave qui disait que pour lui, la qualité la plus importante de l'entrepreneur, c'est la résilience. Merci. Je t'en prie, Ghislaine. Du coup, après, on avait parlé de l'analyse du produit ou des services proposés et la vision. Puis de la détermination, de l'analyse du produit ou des services proposés. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelque chose? Tu peux répéter la question? On avait parlé de l'analyse du produit ou des services proposés. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelque chose? Après la motivation et les visions, on avait parlé de l'analyse du produit ou des services proposés. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on commençait déjà à parler des approches par risque, des trucs comme ça. Non, l'approche par risque, c'est la fin. Gillian, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, s'il te plaît?
Dis quelque chose comme... L'analyse du produit ou du service proposé et vision encore. Il m'avait même dit quoi par rapport. C'est pas le cours, c'est que je n'avais pas assisté. C'était là. C'est sûr. Je connais le cours que je n'avais pas assisté. C'est vers la fin. L'avant-dernier. Je crois que c'était l'un des cours de la cartographie de risque, le deuxième. Le premier. Analyse du produit ou du service. Attends que je reconstitue mes esprits. Pardon. Est-ce que c'est possible de passer d'abord? Je reconstitue. Bien. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu retiens du cours? C'est toi qui fais les comptes rendus, donc. C'est quoi ce jour-ci là? C'est où j'étais un peu perturbé par le sommeil. Mais je ne sais pas si c'est ça, parce que je me souviens, si c'est la séance où tu parlais justement de pouvoir déterminer les caractéristiques du produit qu'on devait mettre sur le marché par rapport à ce que les concurrents proposent déjà. Et que si on avait plusieurs produits pour une même entreprise, on devait développer la vision pour chacun des produits. Exemple, si on parlait, si Njoka va proposer les croquettes aussi, va proposer, c'est pas les arachides salés et tout, il fallait que on puisse déterminer d'abord les caractéristiques de chacun des produits et puis la vision de chaque produit par rapport au marché et tout. Ça vient un peu, mais c'est faux, mais je crois que c'est là qu'on parlait de cela. Il fallait justement déterminer les caractéristiques de son produit qu'on veut mettre sur le marché par rapport à ce que les concurrents proposent déjà. Et voilà, je crois que c'est que le positionnement venait plutôt après. Et il fallait déjà déterminer les caractéristiques de son produit et que si on a plusieurs produits, chaque produit a ses caractéristiques spécifiques, a sa vision à part. Ok. Merci. Toi, est-ce que c'est... Ah, pardon. Oui, vas-y, Anne. J'allais demander... Non, c'est Ghislaine. Vas-y. J'allais demander si c'est ici qu'on parlait des différenciations, qu'on n'arrange pas le prix d'un produit en baissant les prix, par exemple, en revoyant les prix plus bas. C'est ce cours-là, ici? Non, pas encore. Ok. Je cherche le cours aussi dans ma tête. Là, on avait parlé de l'analyse du marché et du positionnement par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence. C'était l'analyse du marché, oui. Le cours que tu dis, en fait, c'est l'analyse du marché et le positionnement par rapport à la concurrence. On disait qu'on va pénétrer le marché, comment on pénètre un marché difficile. Ok, bon, je vais goûter. Peut-être moi, je m'étais endormie alors. Anne-Marie. Ça ne veut pas me retrouver. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Par rapport à la mise du produit. Je passe mon tour d'abord. Non, il n'y a plus personne. Tout le monde a passé le tour, donc il n'y a plus personne. Dylan, tu peux revenir, tu peux déjà nous dire quelque chose. Il dit qu'elle a mais si depuis qu'on parle là, tu ne vois plus Boiry. Laisse Boiry, pardon. Boiry, oh, j'arrive. Tu parles, t'as pas oublié. Dylan parle, pardon. Papa, il faut parler aussi, non, papa. Pardon, Dylan, chef de classe, aide-nous. Sors-nous de là. Sincèrement, la leçon aussi, moi, je me rappelle pas. Je comprends même pas. Consultant. Analyse du produit ou service proposé. Chrysostome, les rapports que tu fais même sont où, papa? On va pas de conséquences, je vous aime trop.
Vous allez nous produire les consultations ici. Ah. La motivation, la vision. Non, sincèrement, je ne me rappelle pas de ce cours. Aucun rappel, zéro. Ici, on avait dit que l'analyse du produit, on avait dit qu'on doit trouver exactement le produit qu'on voulait mettre sur le marché avec ses caractéristiques. On avait dit qu'on partait de l'analyse en détail. Ça veut dire la taille du produit, la couleur, tout, le packaging. On voulait en fait avoir l'image de ce qu'on voulait vendre. Que si c'était le service, c'était l'analyse détaillée du service. Est-ce que vous vous souvenez? Toujours pas. Le compte rendu des Chrysostome. On a fait ce cours, Kelly. Comment ça, on n'a pas fait ce cours? Je me pense. Parce que tout le monde l'a parlé là. Tu as été fait ce cours. Je me souviens, moi, je sais que ça me dérangeait le jour là. Pourquoi je n'ai pas fait le compte rendu? Je n'avais pas capté tout le cours. J'ai l'impression que ce que toi tu as dit avait un rapport avec ce que Ghislaine a dit. La partie du cours, Ghislaine a parlé. Et c'était justement moi qui parlais dans ce cours-là. Qu'est-ce qu'on disait encore? On parlait de... C'est plutôt le cours où on parlait de la pénétration du marché avec l'analyse de la concurrence. Au moins, j'avais... Ça, c'est à la fin. Ça, c'est 2 cours après ce qu'on dit là. Si ça, c'est pas le cours là. Si on avait plusieurs produits, il fallait développer une vision pour chacun des produits. Voilà. Exactement. Le cours où on avait pris l'exemple sur la boulangerie, c'est-à-dire que c'est la pénétration de la concurrence, l'analyse, le positionnement le positionnement sur le marché, l'analyse de la concurrence. Ça, c'est non, le cours, si je ne suis pas sûr qu'on a fait ça. Bon, j'ai besoin de l'enregistrement et du compte rendu, c'est où? Tu vois les problèmes. Non, je ne suis pas sûr qu'on a fait ça. Sincèrement. Même d'après ce que je me souviens, alors, j'ai fait ça. Peut-être vous avez fait ça vous deux. Tu vois le problème. Si quelqu'un d'autre se souvient, il me dit. Attends, c'est ça que tu es en train de projeter là. C'est le compte rendu de ça ici en face. Pas ça. Ça, c'est la vision et la motivation. Non, je regardais. C'est pas ça ici. Il n'y a pas de compte rendu. C'est après ça qu'on avait fait. C'était après la séance sur la motivation et la vision, justement. Exactement. Qui avait enregistré? Est-ce que le jour-là, on a enregistré déjà? Parce que c'est après. On enregistre depuis. On enregistre. On avait enregistré le premier cours quand? Attends. Parce que moi, je me rappelle du cours sur l'analyse du marché positionnement par rapport à la concurrence. D'après, c'est là qu'on parlait justement de la boulangerie et tout. Mais par contre, celui-ci, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à me rappeler. C'est après c'est avant ça qu'on a vu les cibles, ou bien c'est après le cours là qu'on a vu ce qui est écrit là-bas, détermination de la cible. C'est après ça qu'on a vu la détermination. Non, c'est après le cours qu'on a vu la détermination de la cible. En fait, dans le cours, on avait parlé de l'analyse du produit, on avait dit qu'après avoir eu la vision et la motivation, il fallait retrouver la photo exacte du produit qu'on voulait mettre sur le marché. Jusqu'à ici, on avait dit qu'on allait prendre les packaging, trouver en quoi on était vraiment une valeur ajoutée sur le marché. On avait dit en fait que si c'est un PC que tu veux mettre, tu dois avoir toutes les dimensions. Que si c'était... Kelly, moi, je ne me rappelle pas de ça. Sincèrement. Juste qu'on avait dit qu'il fallait avoir la vision pour chaque produit. Si tu avais plusieurs produits proposés, il fallait avoir la vision pour chacun des produits. Et si tu avais les services, il fallait avoir la vision pour chacun des services. Toujours pas. Par contre, ce mot, moi, je me rappelle. Le mot que tu viens de prononcer là, je me rappelle. Avoir la vision pour chacun des produits là, je me rappelle. On avait dit que si tu as j'avais pris le groupe, l'exemple sur la Startup Academy avec ses plusieurs produits et ses plusieurs services. Et j'avais dit que pour chacun des produits et des services, l'entrepreneur devait trouver la vision, devait trouver la stratégie, devait avoir exactement le produit et l'échantillon, s'il fallait même, du produit et du service qu'on voulait proposer. Et c'est même ici que j'avais parlé, en fait, de l'analyse du produit et du prix du produit, le premier prix du produit. Et j'avais insisté pour dire que si à ce niveau, on n'arrive pas à trouver le produit idéal, non, on n'arrivait pas à trouver le produit en lui-même, le produit final en fait, qu'on veut mettre sur le marché, ça devait être compliqué d'analyser la concurrence après. Personne ne se souvient.
tout cas, pas moi. On avait fait le cours, si moi, je m'en souviens, on avait fait ça. Tout ce que tu dis là, je me souviens que tu avais parlé de ça. Boiri, tu ne dis rien. Sincèrement, Coach tu Eman. veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi dedans maintenant? C'est quoi, papa, tu es fâché? Je me sens pas bien, gars, c'est pour ça que je parle pas. Allez-y, je vais écouter, Anne-Marie, pardon. Please, C'est please, comme- please. Est-ce que c'est le... Prof Kelly, pardon, excusez-nous, on a vraiment tout oublié. Donc, si tu peux bien nous faire le rappel d'ici, je crois que la prochaine fois, on ne va plus oublier. Ici, on avait parlé dans l'analyse du produit, ici, on avait simplement dit que quand on avait fini on avait fini de valider l'idée d'affaires, on avait fini de valider le profil de l'entrepreneur qui disait que l'entrepreneur était capable d'entreprendre, qu'on avait fini de revoir sa motivation et sa vision pour l'entreprise en général. On avait parlé même de la stratégie de l'entreprise en général. On avait dit qu'il faut analyser le produit. Analyser le produit, on avait dit que si c'était un carton de Njoka, on avait même pris l'exemple que par carton de Njoka, il fallait exactement trouver le modèle du carton, avoir la photo en fait exactement de ce qu'on voulait proposer comme produit, analyser le produit et l'aligner à la concurrence pour savoir exactement c'était quoi notre valeur ajoutée. On avait dit que si tu proposais, on avait même parlé de quoi? On avait parlé d'un PC, que si tu proposais le PC, il fallait aligner par rapport à la concurrence, savoir la taille de ton PC exactement, savoir les dimensions, savoir même la couleur s'il fallait, pour pouvoir en fait analyser, on avait dit que c'était après la validation. Non, que si on avait bien analysé le produit, ça allait nous aider à bien trouver la cible et la concurrence. On avait dit que si c'était un service, il fallait déterminer toutes les caractéristiques du service proposé et trouver d'autres entreprises qui proposent le même service, savoir notre valeur ajoutée, savoir notre élément de différenciation. Après, on avait dit pour la vision que pour chacun des produits et des services qu'on proposait, il fallait avoir une vision. Il fallait savoir exactement jusqu'où on va aller avec chaque produit et service. Et on avait dit qu'une entreprise peut avoir, un groupe d'entreprises peut avoir plusieurs filiales et que pour chacune des filiales, il fallait avoir une vision. Et que pour chacun des services et des produits proposés par chacune des filiales, il fallait avoir une vision. Quelqu'un se souvient? Bon, maintenant, après ça, on avait parlé de la détermination de la cible. On avait dit que par produit, par service et par entreprise, il fallait trouver la cible. Donc, pour chacun des produits, on avait pris même l'exemple de la Startup Academy, que pour le coffret VIP, il y avait une cible. Pour les formations, il y avait une cible. Pour les adhésions entrepreneurs, pour les adhésions et les suivis des entrepreneurs, il y avait une cible. On avait dit que Njoka avait une cible. On avait même parlé des produits auxquels on pouvait substituer chacun des produits qu'on avait. Et ensuite, on était tombé maintenant sur l'analyse du marché et positionnement par rapport à la concurrence. On avait dit que quand on avait fini de déterminer le produit exact, et maintenant de trouver la cible exacte, maintenant on devait essayer de pénétrer le marché avec le produit qu'on avait défini à l'avance. Et maintenant ici, on devait analyser le marché, analyser les personnes. Le marché dirait donc analyser notre cible, analyser notre marché, analyser notre concurrence et trouver la bonne stratégie de pénétration du marché. Et j'avais beaucoup insisté, j'avais dit que si on avait raté l'analyse du produit ou des services proposés et la vision pour chacun des produits, on devait rater la cible et on devait rater notre analyse du marché. On devait se prendre à la mauvaise concurrence et on devait mal se positionner sur le marché. J'avais même parlé et insisté, j'avais dit ici que et j'avais dit ici qu'on ne devait même pas seulement analyser la concurrence directement, on devait toujours aussi analyser tous les produits qui se substituent à notre produit, qui pouvaient remplacer notre produit sur le marché. Et j'avais dit même dans l'analyse du produit plus haut que c'est à partir d'ici qu'on devait savoir le prix unitaire du produit.
c'est au niveau de la ligne 5 qu'on détermine le prix unitaire du produit. Parce qu'à la ligne 7, on vient analyser le marché et le pénétrer. Nous, on a déjà un produit bien défini. On a l'image du produit ou du service en détail qu'on veut proposer. Et ici, on essaye de pénétrer le bon marché avec la bonne cible. On est bon. Ça vient, ça vient. Et ensuite, après ça, on avait parlé de la seconde analyse du produit. Seconde analyse du produit. Est-ce que quelqu'un se souvient, Ghislaine? Pourquoi, après l'analyse du marché, du positionnement par rapport à la concurrence, il fallait réanalyser le produit pour la deuxième fois? La deuxième analyse permettait plus ou moins d'avoir une confirmation si le produit est aligné, non? Aligné avec l'offre et le positionnement sur le marché. Si je ne me trompe pas. Donc, en fait, je me rappelle au niveau où tu disais qu'il fallait avoir 2 analyses. Donc, la première analyse, celle que tu viens de décrire tout à l'heure, et la deuxième permettait donc de confirmer que ce qu'on a d'abord fini d'établir au départ correspond effectivement avec le produit correspond. Quand on a déjà fini d'analyser la concurrence, que le produit va vraiment s'aligner sur le marché. Enfin, je crois, j'espère. Parce qu'il fallait d'abord faire le positionnement par rapport à la concurrence et tout. Et maintenant, il fallait venir mettre le produit final. Quand on a fini de faire l'étude du marché, de marketing, tout ce qui est l'approche marketing. Et il fallait s'aligner avec l'offre. Ça, c'était dans la deuxième analyse du produit. Oui, c'était dans l'idée. C'est l'idée là qu'on avait. Mais c'était pas ça exactement. Anne-Marie, est-ce que tu te souviens, la seconde analyse du produit, pourquoi on la faisait? Bon, je dirais que la seconde analyse du produit se faisait dans l'optique de corriger tous les manquements qui auraient pu être ignorés lors de la première analyse. Parce qu'après avoir observé le marché, la concurrence, à qui est-ce que le produit s'adresse et tout, on peut se retrouver dans une situation où on est obligé de reconsidérer soit la vision ou alors la manière de présenter le produit. C'est ça que je me rappelle. Ok. Merci Anne-Marie. Ce n'est pas ici que tu disais aussi qu'il faut s'aligner sur le marché parce que, bon bref, ça peut arriver que vous finissez de faire une analyse en amont. Et maintenant, quand vous partez voir au niveau du marché, par exemple, on analyse la concurrence. Et ici, tu avais pris un exemple, je ne sais plus, un exemple de quoi. Bref, je ne connais plus le produit. Et tu disais que si tous les produits, eux, ils ont fixé le prix à un seuil. Et toi, tu viens casser le seuil. De la boulangerie. Voilà, tu changes le prix et toi, tu vas apporter plutôt ton prix à toi. Et ça va faire que tu vas être seul parce que c'est le prix qui est déjà sur le marché. Et donc, pour éviter les risques, donc pour que ton offre n'ait pas de risques, il va peut-être falloir que tu t'alignes sur l'offre, sur ce qui est déjà fait. Bref, les idées comme ça me reviennent plus ou moins. Oui, c'était exactement ça, oui. Merci, Ghislaine. Coach Herman. Je vais devoir suivre le replay, sinon je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Soyons sincères. Ok. Chrysos? Oui. C'est toi qui fais le compte rendu. Aïe! On m'a pas de SPC.
Dis-nous quelque chose. Je me souviens que dans la deuxième analyse du produit, c'est ça, du produit. Je me souviens que la deuxième analyse du produit permettait principalement à réévaluer les caractéristiques qu'on a attribuées à notre produit pour nous rassurer si effectivement elles correspondent déjà à ce qui est proposé sur le marché. Sinon, il fallait réajuster notre produit par rapport au positionnement qu'on aura choisi. Donc, si on a choisi peut-être du haut de gamme, est-ce que les prix qu'on donne sont alignés avec les prix du marché? Est-ce que le positionnement qu'on a pris était le bon par rapport au service proposé? Sinon, on essayait de réajuster cela pour pouvoir soit se différencier par rapport à ce qui était déjà proposé. Je n'ai plus trop d'informations à ce niveau-là. Ok, c'était exactement ça. Dylan est où? Dylan, C'est moi. dis-nous quelque chose, le père. Bon, c'est moi qui n'étais pas à cette séance. Ça va, je me rappelle du jour, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tu étais où? Je ne sais plus très. Mais juste certain que je n'étais pas là. Sinon, après tout ce que vous avez dit, je me serais rappelé. Non, je suis certain que je n'étais pas là. Ça, j'en ai la certitude. S'il fallait que je me rappelle, c'est que je me serais déjà rappelé. Ok. Mais je pense que c'est bon. Après les explications que j'ai eues, analyse du produit, analyse du service, je comprends déjà de quoi est-ce qu'il est question, tout simplement. Ok, merci, Gisèle, dis-nous. Bon, moi, j'essaie un peu de me rappeler parce que comme ça concerne un peu de marketing. Bon, je crois que ce jour-là, justement, on avait vraiment beaucoup parlé de la boulangerie et il y avait les exemples sur si tout le monde vend le pain à un prix et comment toi tu fais pour venir t'installer. Tu viens installer ta boulangerie et comment toi tu fais pour vendre le même pain sans que cela ne soit un problème. Et moi, j'avais proposé le jour là que tu pouvais, par exemple, faire du pain en ajoutant quelque chose en plus. Et je crois que ce jour-là, tu m'avais attiré l'attention, c'est-à-dire, tu avais donné un mot là que je suis en train d'oublier. Et déjà, hein, valeur perçue sur le produit, non pas valeur perçue sur le produit. Bref, tu avais utilisé un mot pour déterminer ce que je voulais dire. Et ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, justement, c'est là que tu revenais sur l'approche par risque. Et qu'il fallait justement prévoir l'approche par risque pour une meilleure stratégie de l'approche marketing. Parce que deux fois, je crois même que c'était Chrysostome qui avait donné l'idée que deux fois, c'est mieux de rester de faire exactement comme tout le monde que de trop changer quoi que ce soit. Ça permet d'éviter le risque. Et on avait aussi dit ce jour-là que des fois, il ne faut rien faire. Hein? Pas changer quoi? Est-ce que c'était ici? Pas changer du tout. C'est seulement ce que tu veux dire, te dire où c'était. Bref, moi, je suis en train de revenir, je cherche un peu dans mon esprit. Bref, je sais qu'il y avait plusieurs propositions parce que tu posais des questions. Donc, il y avait les propositions sur comment chacun fait, s'il faut changer, s'il faut présenter ton produit là où un secteur est déjà miné et comment est-ce qu'on s'y prend. Comment est-ce qu'on s'y prend à l'heure là. Donc, moi, je reviens sur ce que moi, j'avais dit vraiment. Je disais que moi, je vais faire mon pain, même chose que tout le monde, mais je vais ajouter un truc en plus. Il y avait aussi d'autres qui avaient suggéré la différenciation sur le service. Et ce jour-là, tu avais attiré l'attention que, mais comment est-ce que les gens vont venir connaître le service si ils ne viennent même pas d'abord, s'ils ne réussissent même pas à pénétrer d'abord le seuil de ta porte parce que quoi, ils ne te connaissent pas encore. Bref, il y avait eu beaucoup de propositions.
Bref, en tout cas, à ce moment-là, je crois que tu avais beaucoup insisté qu'il fallait qu'on fasse des études sur les probabilités des risques et bref, de la concurrence, qu'on étudie vraiment le marché d'abord, la vision, la concurrence de tout le secteur avant de faire quoi que ce soit. Et en fonction du retour qu'on a sur la concurrence, on pouvait positionner notre produit, sachant déjà plus ou moins bon, les forces et les faiblesses de la situation, et ça permettait quelque chose de ce genre. Je sais que Chrysostome avait parlé de ces téléphones portables le jour-là, qui disait que lui ne change rien, si je ne me trompe pas. Bref, plus ou moins, ça vient un peu, mais il y a des choses qui m'échappent encore. Donc, j'espère quand même avoir gardé quelque chose, un petit truc. Je me rappelle seulement beaucoup plus du côté que tu avais dit, qu'on ne change pas l'offre quand la concurrence fixe un marché, un prix obligatoire, et qu'on doit faire les efforts de ne pas croire que c'est en baissant les prix. Voilà, il y avait aussi ça. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé qu'on pouvait revoir les prix plus bas. Et tu avais dit non, qu'il y a faire la différenciation des prix en les revoyant plus bas, c'était une mauvaise décision. Donc, tu disais qu'on pouvait donc s'aligner en présentant au mieux le produit. Il y avait aussi s'aligner en présentant au mieux le produit. Bref, c'est quelques idées comme ça qui me reviennent. Je crois qu'avec ton résumé, je vais encore mieux comprendre. Ok. C'est vrai que c'est plus la pénétration du marché dont elle parle. Ok. Donc, ici, Dina ne me met pas le pouce. Ne me met pas le pouce. C'est où tu étais. Donc, ici, la deuxième analyse du produit, c'était tout simplement, on avait dit que la première analyse, c'était pour déterminer le produit, pour s'aligner à la concurrence, pour mettre sur papier notre vision, définir notre vision par rapport à chaque produit et service. On avait dit qu'on déterminait la cible, donc exactement la cible qu'on disait. On avait dit qu'on analysait le marché et le positionnement par rapport à la concurrence. On avait dit qu'on prenait maintenant le produit là et on essayait de l'analyser par rapport au marché. Est-ce que nos prix qu'on s'était fixés quand on avait fait l'analyse du produit, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont alignés au marché? Comment on se positionne avec notre produit, avec la cible? Est-ce que le marché est saturé? La cible qu'on vise et le produit qu'on veut mettre sur le marché, est-ce que c'est déjà saturé? Quelles sont les stratégies de pénétration? C'est ici qu'on avait dit qu'on faisait même les premiers tests du produit et on essayait de voir, de tester, on essayait de mettre sur le marché pour voir comment ça fonctionne. Et ici, on avait dit qu'on pouvait même faire quelques échantillons. Voilà, c'était quelques échantillons pour voir comment ça fonctionne. Et la deuxième analyse, c'était analyser le produit maintenant face à la concurrence, les tests, les échantillons, voir les retours, les enquêtes de satisfaction, les stratégies de pénétration, les réelles difficultés du marché. On avait dit en fait que c'était après ça qu'on allait revoir totalement notre produit pour s'assurer que la première analyse était bonne, pour s'assurer qu'on va vraiment avancer sur ce produit-là, pour s'assurer que en fait que nos estimations étaient bonnes. Est-ce que quelqu'un se souvient maintenant? Et on avait même dit qu'à ce niveau-ci, quand on mettait quelques échantillons du produit face à la concurrence ou quand on essayait de faire des enquêtes de satisfaction, si on n'avait vraiment pas le produit pour le produit ou le service, et qu'on se rendait compte, on pouvait se rendre compte à ce niveau-ci que ça foire et qu'il y a même des marchés compliqués et que c'était complexe et que ça ne servait à rien justement de passer à une autre étape parce que, voilà, on pouvait s'arrêter à ce niveau. On a testé, on a vu que ça n'allait pas fonctionner. Et ici, j'avais dit qu'en fait, que les consultants d'avant soient vigilants parce que si ils laissent passer l'étape-ci et qu'on avance maintenant dans les études de marché, dans les cartographies de risque et tout, dans le montage du business plan, au niveau des prévisions, du budget et dans l'analyse des marges, j'allais me rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage d'avoir perdu tout le temps là. Parce qu'en fait, c'était pour définir ou pour caler finalement le produit sur lequel on part. Ensuite, on a parlé de l'étude du marché et la cartographie de risque. Après la deuxième analyse du produit, pourquoi on refait l'étude de marché? Chrysostome.
Ça ne rien ne me vient vraiment en tête sur l'objectif ici. C'est parti, je passe un peu. Dylan. Oui. Deuxième étude du marché, après la deuxième analyse du produit. Analyse du marché, positionnement par rapport à la concurrence. Deuxième analyse du produit. Étude du marché. Allô? Oui, je suis là, je suis en train de C'est ici regarder. qu'on parlait de stratégie pour que lorsqu'on revenait faire l'analyse maintenant, il était question de pouvoir mettre sur pied la stratégie de pénétration qu'on va utiliser pour entrer dans le marché. Optimal. Une stratégie optimale qu'on devait utiliser pour s'insérer dans le Voilà, marché. on avait dit qu'après avoir testé, oui, c'est ça. Vas-y, Chrysostome, c'est ça. Explique. C'est où je prenais l'exemple que, par exemple, moi, peut-être avec les téléphones, et que ce n'est pas moi qui définissais le prix, il fallait juste que je regarde ce que les autres font déjà sur le marché, et puis je définis des stratégies à moi pour pouvoir m'insérer dans le même marché que eux, en m'alignant sur leur prix, parce que le produit, on a pratiquement le même produit, et que voilà, je vais juste trouver des stratégies à moi qui seront propres à moi pour pouvoir me faire une place dans un marché qui était déjà occupé par d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Cette partie-ci qui me revient en tout cas. Dylan, tu peux nous dire quelque chose? Pas vraiment, hein. Parce que même là, je ne sais pas si j'étais là. Et si je dois revenir par rapport à ce que Chrysostome dit, l'analyse l'étude du marché cette fois-ci, elle serait un peu une sorte de suite par rapport à ce qui a été fait antérieurement. Parce que lorsqu'on avait fait l'analyse du marché, on avait pris en compte tous les éléments qui entraient et qui pouvaient déterminer la pénétration du marché à travers la concurrence, à travers ce qu'on a vu précédemment, le produit, le service et tout ce qui va avec. Cette fois-ci, il sera question de pouvoir tout simplement évaluer les différentes options par rapport à les stratégies qui ont été proposées et adopter celle qui est la plus optimale en fonction de ce qui a été fait comme première analyse. Donc ça, c'est réellement quelle est la stratégie qu'on va réellement appliquer cette fois-ci pour pouvoir réellement pénétrer le marché et pouvoir s'imposer. Donc, c'est ça que je comprends. Voilà. C'est exactement ça. Ghislaine, pourquoi on faisait la seconde étude du marché? Pourquoi on faisait la seconde étude du marché? Alors, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si c'est ce que j'ai d'abord dit avant. Bon, en fonction des réponses. La seconde étude. La seconde étude de marché. C'est ça qui était analysé et qu'on anticipe les problèmes. Non, la seconde étude du marché ici, c'était dans le but de trouver la stratégie optimale après le test qu'on avait fait dans la seconde analyse du produit, avec toutes les expériences qu'on a eues, avec tous les retours qu'on a eus. La seconde étude du marché, c'était revoir le marché par rapport au nouveau produit, c'est-à-dire notre produit, améliorer la version finale de notre produit après le test et définir la stratégie optimale pour pénétrer le marché.
Mais je trouve que c'est ça que tu as déjà répondu, non? Je Ou voulais je que tu dois dises encore aussi ce que expliquer? tu as compris. Explique ce que tu as compris, s'il te plaît. C'est ce que tu viens de dire là que je viens de comprendre encore. Marilyn. Ouais, c'est-à-dire, on va ouvrir le classe. Ok, on va terminer. On va s'arrêter à la cartographie des risques. Après, je vais juste expliquer le business model. Chacun va relire son cours et puis on va refaire. Parce que le business model, ça devient sérieux. La cartographie des risques. C'était quoi la cartographie des risques? C'était quoi le risque? C'était quoi la menace? C'était quoi la cartographie? C'était quoi? Chacun nous dit un peu ce qu'il a retenu sur la cartographie, sur le risque. Coach Herman. Allô? Mhm. Bon, au niveau de cartographie de risque, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. On a dit beaucoup de choses. Du coup, ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est le côté gestion des risques. Mhm. Après avoir évalué les risques et tout ce qu'on a vu, les astuces, c'est la gestion du risque. C'est ça qui a beaucoup plus attiré mon attention et c'est ça que j'ai retenu. Avant de continuer, j'aimerais aussi proposer, c'est une Mhm. suggestion, voilà. Si on savait qu'il y a ce genre de révision, on allait aussi travailler, on allait aussi se préparer psychologiquement, si possible aller fouiller rapidement le cahier de notes pour actualiser notre niveau, pour que vous ne sentez pas comme on néglige les cours alors que c'est pas ça le cas. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Ok. Moi, j'ai pas de problème, hein. Je suis habituée à répéter. Moi aussi, ça m'aide à garder ça dans mon cerveau. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Donc, mais après, j'ai vraiment tenu à faire justement là, parce qu'après, je comprends qu'on est tous occupés et tout. C'est vrai qu'il faut qu'on révise nos cours, mais je tenais justement à prendre le temps de faire la révision, c'est avant de passer à l'étape suivante, parce que je ne voulais justement pas passer à l'étape suivante et qu'on arrive à expliquer tout ça dans le business model, ça devait être compliqué. D'accord, je vois. Donc, on va faire la cartographie des risques, on s'arrête, chacun va justement relire son cours et puis la prochaine séance, on va juste faire 10 minutes de tour de parole et puis on va on va entrer maintenant dans le business model. Et le business, pour bien faire un business model, il va falloir qu'on se rappelle de tout ça. Ça va nous aider à avoir des réflexes en fait. D'accord. Anne-Marie, la cartographie des risques, tu retiens quoi? C'est quoi le résumé pour toi? Non, je n'ai pas fini. Hein. Ok, coach Herman, ok. Voilà, merci beaucoup. Alors, Vas-y. nous avons mis sur pied plusieurs solutions pour pouvoir gérer les risques au sein d'une entreprise. Et nous avons parlé du transfert des risques, le partage des risques, réduire le risque, minimiser les risques. Alors, et on s'est dit quoi? Le transfert des risques s'effectue avant que le risque ne se produise. Ce n'est pas après. Et nous avons Mhm, pris par exemple le cas d'une compagnie d'assurance où on peut aller souscrire à une assurance à pièce tout risque pour pouvoir, en son temps, pour que quand les dégâts seront là, cette compagnie d'assurance puisse nous aider à résoudre le problème. Si c'est un incendie, par exemple, à payer les équipements qu'on a perdus au cours de l'accident ou bien au cours de l'incendie, du vol et tout ce qui va avec. Donc, on a déjà transféré les conséquences qui découleront du risque qui vont produire certainement un jour dans notre entreprise dont on ne connaît pas la date. Et nous avons parlé également de qu'on peut réduire le risque en diminuant par exemple la charge de celui sur qui la probabilité est très forte pour que le risque se produise. Nous avons pris par exemple le cas de quelqu'un qui garde l'argent d'une entreprise et c'est sa seule signature qui est à la banque. Pour réduire le risque, il faut quand même l'associer à une seconde personne pour qu'il ait une signature conjointe afin que quand il ira retirer les sous, qu'on puisse lui dire va appeler ton second d'abord. Et comme ça, il ne pourra plus bouffer nos sous, il ne pourra plus aller retirer les sous lui seul. Et on a dit aussi réduire les risques, c'est aussi former son personnel pour que les machines qu'on exploite ne se gâtent pas. Réduire le risque mhm, également, on peut, au lieu de
on a pris surtout le cas de M. Chrysostome, il n'a qu'à me pardonner. Voilà. Donc, on peut dire, au lieu, par exemple, de l'amener à seconder sa signature et tout, on peut travailler à ce que, on peut limiter sa responsabilité au sein de l'entreprise, dans le but de l'empêcher de mettre la main dans la caisse comme auparavant. Voilà. Et j'avais aussi donné l'exemple de l'église où généralement ce sont des personnes qui sont riches qu'on nomme des trésoriers de l'église, sachant qu'au moins il a de l'argent, il ne pourra plus bouffer l'argent de l'église facilement. Donc c'est une manière aussi de réduire le risque. Et on a aussi parlé du partage du risque. Quand M. Dylan donnait l'exemple de l'investissement dans le projet. Au lieu que moi seul j'investis 1 million, je peux trouver 5 amis avec qui on va investir 200 000. Et comme ça, quand il y aura des problèmes, ce qui est certain d'ailleurs, de façon dont je vais souffrir, parce que peut-être c'est l'économie de 2 ans que j'ai investi, de façon je vais souffrir, ça ne sera plus au même titre que si nous étions au nombre de 5 à investir. Voilà. Nous avons parlé également des risques qui sont liés aux fournisseurs, aux clients, au personnel, et aux dirigeants et tout ce qui va avec. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Ok. Merci. Anne-Marie. Oui. Dis-nous quelque chose. Par rapport à la cartographie. Cartographie des risques, ce que je me rappelle de ça, on a défini d'abord le risque comme étant toute situation qui peut empiéter au bon fonctionnement de l'entreprise. On a parlé des types de risques, on a parlé des risques endogènes, on a parlé des risques exogènes, on a parlé maintenant de la matrice de criticité, on a parlé de la gestion du risque et la maîtrise du risque. Et je crois que le dernier chapitre, c'était sur les différents types de risques, où tu parlais des risques managériels, des risques, bref, et les risques liés aux immobilisations. Bref, je me souviens de plein de choses, mais je ne peux pas tout détailler ça. Ok. Merci Anne-Marie. Chrysos? Comme si je dormais déjà. Oui. Ok. Le cours était tellement long. Il y a eu tellement de choses. Ok. On a dit que les risques étaient un danger qui était sur le point de se produire. C'était même comme ça encore. En tout cas, le risque était tout danger qui pouvait nuire au fonctionnement de l'entreprise. On a dit la menace était un signe qu'un risque était sur le point de se réaliser, ou du moins. La cartographie était une carte qui permettait de synthétiser les risques d'une entreprise. On a parlé de la gestion des risques qui était l'ensemble des principes qui permettaient d'identifier les risques et prendre des mesures pour les maîtriser ou les limiter afin de limiter leur impact dans l'entreprise. On a vu les types de risques. Il y avait des risques qui étaient endogènes et des risques qui étaient exogènes. Donc, endogènes qui venaient de l'intérieur de l'entreprise et exogènes qui étaient tout risques qui venaient plutôt de l'environnement extérieur de l'entreprise. On a vu les catégories de risques. Il y avait des risques professionnels ceux-ci, c'est ceux qui portaient atteinte à la pérennité de l'entreprise. On a vu les risques managériaux qui impactaient plutôt le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement de façon interne
il y avait des risques l'autre catégorie qui était liée à la réglementation. Il y avait une dernière catégorie, on m'échappe un peu. Bon, après ça, on a vu la matrice de la criticité. Bon, du moins, on a vu d'abord qu'il y avait la probabilité qu'est-ce que j'ai dit même? Que la criticité était la probabilité multipliée par l'impact du risque. Donc, était la probabilité que le risque aura lieu et on multiplie par l'impact que le risque devait produire. Voilà, c'est cette formule-là qui permettait d'avoir la criticité des risques. Et on a vu que par rapport à la matrice de la criticité, qu'il fallait que les risques qu'il fallait urgemment essayer de maîtriser, c'était les risques avec une probabilité certaine. Oui, c'était avec une probabilité certaine ou il y avait d'autres expressions là. Putain, ça m'échappe un peu. Du moins, que lorsque la probabilité était certaine et que voilà, l'impact était catastrophique, ce sont les risques qu'il fallait rapidement maîtriser. Et lorsque la probabilité pouvait être forte et la gravité faible, on pouvait encore négliger, ou un risque avec une faible probabilité et puis avec une gravité pas très importante aussi, ceux-là, on pouvait carrément les négliger. Mais néanmoins, lorsque la probabilité était certaine ou c'était probable, ou c'était quoi, ça m'échappe un peu. Et puis, et que la gravité, ou du moins les dégâts étaient catastrophiques, il fallait rapidement maîtriser ces risques-là. Donc, par après, on a vu la maîtrise des risques. Voilà, on a vu que pour maîtriser un risque, il fallait déjà identifier le risque en question. Il fallait l'évaluer. Après, il fallait le limiter. Okay. Il y a eu tellement d'informations parties. Mais du moins, je me souviens qu'il fallait déjà identifier le risque. Après l'identification, il fallait l'analyser. Et une fois qu'on l'analyse, on prenait maintenant les mesures pour le limiter. Après, la dernière fois, on voyait des risques liés aux différents cycles de l'entreprise, où on parlait des risques liés au cycle fournisseur, où on évaluait un peu les signes on prenait l'exemple du Joker. Si on faisait par exemple le mauvais choix du fournisseur ou si on faisait le choix d'un fournisseur malhonnête et que voilà, pour plusieurs fournisseurs, et puis qu'est-ce qu'on avait encore à ce niveau? Putain, c'était beaucoup d'informations. Hein. Bon, du moins, les détails m'échappent un peu. Après, on a vu les risques liés au cycle client. Là, c'est où est intervenu, où on disait que voilà, si les clients n'étaient pas satisfaits, on prenait l'exemple, c'est où on prenait l'exemple, où je prenais l'exemple avec les brasseries, où il fallait avoir les retours des clients pour pouvoir limiter les risques et que voilà, ça devait être direct. On prenait l'exemple que si les retours revenaient et calaient au niveau des grossistes, par exemple, et ne revenaient pas directement à la production, le temps qu'on se constate cela, l'impact pouvait être très grand. Donc, l'entreprise devait avoir un moyen de pouvoir recueillir les informations directement chez les clients afin de rapidement corriger les éventuelles erreurs qui pourraient être des risques graves ou qui pourraient entacher l'image de l'entreprise et tout ce qui va avec. Après, on a vu les risques liés au cycle, je ne sais pas si c'était aux immobilisations, où il fallait limiter les niveaux d'information au sein de l'entreprise
pour que voilà, pour ne pas avoir le risque que les informations soient chez tout le monde sans différenciation de niveau et que voilà, des collaborateurs pouvaient par exemple vendre les informations, être corrompus ou tout ce qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce qui me vient encore? Je crois que c'est un peu ce qui me revient pour le moment là-bas. Oui, tellement aussi. Tu as retenu beaucoup, hein? Quand même. Dylan? Alors, je ne saurais commencer mon intervention sans dire félicitations à Papa Chrysostome, qui a tout dit. Là, vraiment, il a tout dit. Là, non. Oh, fils, ça passe pas. Merci beaucoup. Papa Chrysostome a tout dit, non. Bon, comme la plupart des personnes ont dit, ce cours, c'était vraiment, on va dire, le cours le plus long qu'on a eu, et également celui qui a été certainement le plus compris de la plupart des personnes. Il a été très bien structuré également parce qu'on avait l'ensemble des étapes. Lorsqu'on parlait de cartographie de risque, en commençant par les définitions, les causes, les types de risques, les critères d'évaluation, la criticité, comment est-ce qu'on fait face à un risque, comment est-ce qu'on le gère. Donc, si je dois rapidement résumer, on va commencer par dire que le risque était tout simplement le danger éventuel qui était plus ou moins prévisible. On a vu également la notion de menace. Ici, on a dit que la menace était le signe prémonitoire que voilà, un risque était sur le point de se produire. On a vu la cartographie de risque. On a dit que c'était tout simplement une carte qui permettait de synthétiser ou de représenter les risques liés à l'entreprise en question. Ensuite, on a vu les causes de risque. On a dit qu'ici, on avait principalement deux types de causes. On avait les causes endogènes, qui sont des causes internes à l'entreprise, à l'organisation, à la structure. Et on avait des causes exogènes, c'est-à-dire des causes, cette fois-ci, qui sont externes à l'entreprise, externes à l'organisation. Là, on avait pris plusieurs exemples au niveau de la Startup Academy. On s'est dit, OK, par exemple, comme cause endogène, si on confie les caisses de l'entreprise à Chrysostome et que Chrysostome, il a une copine, deux copines, trois copines, il se retrouve à piquer un peu dans les caisses de l'entreprise. Là, ce sont les causes endogènes. Pour les causes exogènes, on peut avoir un risque qui ne soit pas lié à l'environnement, qui peut être par exemple une catastrophe naturelle, qui peut être la COVID-19. L'autre précision qu'on avait faite ici, c'est tout simplement qu'on peut avoir des risques qui sont à la fois endogènes et exogènes, dans ce sens que, prenons le cas de quelqu'un qui est malade parmi les consultants de projet. Là, c'est un risque endogène à l'entreprise, mais c'est un risque exogène du fait de la personne parce que tomber malade, ce n'est pas réellement quelque chose qu'on maîtrise, ce n'est pas réellement quelque chose qu'on contrôle. C'était la même chose pour le cas de mort également. Ensuite, on a vu les types de risques. On a parlé des risques liés à la stratégie, au management, à l'opérationnel. Et là, on avait pris des exemples spécifiques sur des projets comme Joka, dans lequel, si on a une organisation ou du moins une entreprise comme celle-là, et que sur le plan de l'activité avec les différentes tâches qui sont reliées, ce n'est pas bien géré, ou du moins les risques ne sont pas bien gérés. On peut avoir des pertes qui vont avoir des répercussions sur l'entreprise en elle-même, qui vont avoir des répercussions sur le produit et tout ce qui va avec, des risques managériaux, c'est-à-dire si la structure n'est pas bien gérée du point de vue du manager, les risques stratégiques, là c'était lié tout simplement à la stratégie et qui permettra tout simplement, du moins ce qui aura pour conséquence de pouvoir détruire la suivi ou la pérennité de l'entreprise en elle-même. Ensuite, on a vu la notion de criticité et on a vu quelques facteurs ou critères qui permettaient de définir. Là, on a parlé de la probabilité, la gravité et la criticité en elle-même qui était PI, c'est-à-dire la probabilité multipliée cette fois-ci tout simplement par l'impact que cela pouvait avoir. Et là, on avait une matrice qui nous présentait donc sous forme d'abscisse et d'ordonnées. D'un côté, donc, on avait les différentes probabilités et de l'autre côté, on avait les différentes gravités qui pouvaient s'appliquer par rapport à celle-là. Et là, on avait toujours pris l'exemple sur M. Chrysostome. On avait dit, OK, M. Chrysostome, pour l'instant, il a une copine. On se rend compte qu'il commence à avoir 2 amis, 3 amis, qui commencent à draguer beaucoup plus de filles, se retrouve avec 4 copines. Voilà. Le risque qu'on avait
qui était par exemple, du moins sur le risque, on pouvait tracer sa conjecture et voir que voilà un risque qui va devenir certain sur le fait que voilà, tôt ou tard, même s'il ne détourne pas de l'argent ou même s'il ne détourne pas encore une grande somme, avec le rythme de vie qu'il est en train d'adopter, il est fort probable que cela puisse évoluer dans le mauvais sens. Et là, le risque devenait certain. Ce qu'il fallait donc faire, c'était mettre sur pied tout simplement des plans ou tout simplement des stratégies afin de pouvoir contrecarrer ou du moins soit réduire, soit annuler complètement les impacts, parce que là, on se dirige vers un impact qui est catastrophique et on pouvait le rendre, pourquoi pas, grave ou peu grave. Parce que disons qu'avant, Chrysostome, il avait par exemple une seule copine. Si on lui donnait l'argent de 100 t-shirts, il détournait l'argent de un t-shirt. C'était certes un risque, c'était certes avec un impact, mais l'impact, il était grave, il était même presque négligeable. Mais cette fois-ci, il se retrouve avec 4 copines, ce qui fait que la somme d'argent qu'il doit détourner pour les satisfaire est beaucoup plus importante. Donc, le risque, non seulement il devient certain, mais la portée également devient catastrophique ou encore l'impact. Il fallait donc réduire cet impact qui devient soit grave, pourquoi pas tout simplement peu grave. Et on avait enchaîné avec les étapes qui permettaient tout simplement de gérer le risque. On avait eu l'identification, l'analyse, l'évaluation, la limitation et les bienveillances de risque. Et on a fini avec comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le risque. Et c'est la séance durant laquelle voilà, on a beaucoup discuté sur comment est-ce qu'on peut éviter, comment est-ce qu'on peut transférer, comment est-ce qu'on peut réduire le risque et accepter le risque avec des exemples, comme Chrysostome disait tout à l'heure, l'exemple dans lequel je prenais, voilà, si tu as un projet que tu lances avec des partenaires, ça te permet de pouvoir partir le risque sur plusieurs personnes. C'est un exemple de partage de risque. Éviter de prendre éviter de bon, je vais passer. Justine, tu peux l'aider. Non, ça m'arrive souvent. Je dis des mots, je ne peux plus dire la suite, mais je connais la suite. Justine, est-ce que tu peux l'aider? Parce que c'est toi qui me dis souvent que je te dis des mots que tu ne retiens pas. Donc, il a ton problème. Est-ce que En fait, je Google passe son temps à m'éjecter dans les liens Google. Donc, je n'ai pas écouté, je viens à peine de réintégrer. Je ne sais pas de quoi il parlait. C'est même elle qui m'a dit ça, en fait, parce que j'ai vu qu'elle vient d'arriver. J'ai cru que c'est quelqu'un qui avait posé la question. Ouais, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Non, ça va. Je pense même que globalement, j'avais fini. J'avais reçu l'ensemble des étapes par lesquelles on est passé, les présentations qu'on avait fait. Maintenant, s'il fallait revenir, c'était tout simplement l'ensemble des différents exemples qu'on avait pris pour mieux illustrer la chose. Mais globalement, je pense que c'était ça. Ok. Anne-Marie. Anne-Marie a déjà parlé. D'accord. Coach Herman a déjà parlé. Non, pas encore. Oui, c'est moi qui ai débuté. C'est moi qui ai débuté avec. Pourquoi il n'y a personne aujourd'hui comme ça? Non, c'est moi qui ai débuté avant M. Chrysostome. Oui, je me souviens. Voilà. Oui, après toi, il y avait Chrysostome. Après Chrysostome, Dylan. Non, après Chrysostome, Anne-Marie. Anne-Marie, Dylan. Ghislaine, est-ce que tu as déjà parlé du risque? Non. Non, mais c'est en conclusion tout ce qu'ils ont dit là. Bon, maman. Mais c'est tout. Mais ça alors, on ne peut pas échapper dans la maison aussi. Parle seulement. Tu es consultante, non? Parle seulement. On avait dit que le risque, c'est un danger éminent. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément prévoir, ou on peut prévoir, bien évidemment. Donc, ça dépend. Et on disait que la menace signifie que le risque est déjà sur le point de s'activer, ou alors avec des mots de se matérialiser. Déjà, c'est déjà en cours. Bref, et quand on parlait donc des risques, tu avais cité qu'il y avait en fait des facteurs ou bien alors les causes qui pouvaient occasionner des risques.
Et les facteurs là, ça pouvait être interne ou externe. Et ici, je reviens avec les mots endogène, exogène, des trucs comme ça. Le peu que je retiens là. Et justement, qu'il soit interne ou externe, on ne peut pas tout, ils ne dépendent pas forcément de nous, mais on peut toujours, comme tu le dis, si on peut les prévoir. Et cela revient donc à les analyser ou alors à les lister en amont pour mieux les connaître. Dans les risques endogènes, pardon? Là-haut, on t'écoute. Ah, d'accord. J'ai entendu, je croyais que quelqu'un parlait. Donc, bref, il y avait plusieurs types de risques et ça pouvait varier. Donc, du coup, on ne pouvait pas traiter tous les mêmes risques de la même façon parce que les risques peuvent être sous forme stratégique, donc, c'est-à-dire liés à la survie de l'entreprise, par exemple. Et il y avait d'autres risques, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la survie, mais qui sont plutôt des risques de l'activité de l'entreprise, par exemple. Genre ce qu'on fait en interne. Bon, il y a toujours des mots bizarres que tu utilises souvent là que ça m'échappe quelque chose. Un jour, tu as dit ce que tu appelles bizarre dans mes mots. Les gros français, non. Bref, tu disais, bref, il y avait les risques, je sais qu'il y avait les risques du fonctionnement, de la structure. Et il y avait même des risques de la loi. Bref, je sais qu'il y avait quelque chose à voir avec la loi. Je ne sais plus trop comment tu avais appelé le mot, mais que ça pouvait arriver, peut-être un contrat, des trucs comme ça, et mal rédigé et tout. Et c'était toujours un risque. Bref, il y avait plusieurs types de risques. Juridique. Quelque chose de ce genre, c'est pas trop légal ou je sais pas trop, quelque chose juridique, peut-être. Bon, après, on avait parlé de motricité, christicité. Le mot, c'est Criticité. criticité. C'est un mot que j'ai mélangé entre motricité et chrysostome pour que je me rappelle. Désolée. Christicité. Même jusque-là, j'ai toujours du mal. Bon, on disait donc que la criticité, là, c'était plus ou moins la probabilité qu'un risque survient et l'impact que ce risque peut avoir dans la structure. Et ces critères peuvent être évalués, peuvent d'abord être identifiés, peuvent être évalués à partir de certaines, bref, de certaines données, je peux dire de certaines données, et qu'on ne peut pas tous les mesurer de la même façon. Et justement, je me rappelle aussi que tu avais demandé, tu posais la question de savoir si un risque doit arriver. Bref, tu avais pris des exemples et à partir de ces exemples-là, on a compris que on ne peut pas calculer le risque sur un coup de tête comme on le fait souvent. On dit seulement non, 80% de chances qu'un risque se résolve. Parce que quoi? Parce que tu avais dit qu'on ne peut pas traiter tous les risques sur un même pied d'égalité sans faire des études, des analyses, d'élargir en amont. Pourquoi? Parce que ça va en fait, parce que les risques ne sont pas tous égaux et qu'un risque peut être probable. C'est toujours ce que je m'embrouille souvent. Qu'un risque peut être probable en janvier et devenir certain en juin, par exemple. Donc, c'est ce qui nous ramenait à savoir, voir par exemple les étapes des risques ou alors à pouvoir voir certains risques en amont. Du coup, ça nous permettait vraiment de ne pas globaliser les risques ou bien de les sous-estimer. Et
et que chaque risque compte. Donc, il fallait repérer, identifier, analyser en divisant, en segmentant plus ou moins. Et quand on a segmenté, ça nous permettait de comprendre les risques. Et tu avais aussi rappelé surtout qu'il faut qu'on connaisse les risques en fonction des objectifs du projet ou bien de l'entreprise. Parce que c'est ça qui va nous donner l'unité de mesure, en fait. C'est par rapport à tel objectif qu'on peut définir que telle chose, tel angle, ça peut être un risque si cela n'est pas traité. Et, il fallait aussi surveiller donc les risques, ce qui nous amenait à surveiller certains risques. Quand on surveillait les risques, ça nous permettait donc de pouvoir voir le taux de probabilité. Est-ce que le risque est assez élevé pour que l'impact soit grand ou alors soit certain? Voilà, des trucs comme ça. Soit certain ou alors est-ce que un risque qu'on laisse maintenant, est-ce qu'il ne va jamais arriver? Et tu avais dit que ce n'est pas toujours certain qu'un risque qu'on a laissé, par exemple en janvier, ne soit jamais certain en juin. C'est là que tu prenais les exemples des 4 femmes de Chrysostome. Et on avait encore parlé de quoi? Tu avais aussi un peu parlé... Bon, là, je me rappelle vraiment plus de grand-chose. On avait encore parlé de quoi? Par exemple, de comment gestionner, de comment attaquer les risques, ou bien alors de comment est-ce qu'on pouvait faire pour diminuer les risques. Ici, je me rappelle un peu de l'exemple de Coach Eman qui parlait des pasteurs de l'église qui voilà, transférer. Donc, il fallait transférer, par exemple, le risque. On pouvait transférer un risque. Et c'est là qu'on parlait des assurances, par exemple. Et on pouvait partager les risques. Et tu avais dit que quand on parle de partage des risques, je crois que c'est beaucoup plus sur les conséquences. Je crois que quelqu'un avait parlé des poulets, et je crois que c'était Dylan même qui parlait des poulets, et je me rappelle parce que justement, j'avais fait dans les poulets, j'ai tout perdu. Donc, ça m'a rappelé qu'il faut partager les conséquences des risques, c'est-à-dire amener plusieurs personnes à se mettre ensemble et vous savez que vous allez peut-être investir, ça va diminuer le taux de perte. Chacun va perdre un peu, au lieu de perdre tout une fois. Je crois que Google l'a aussi éjecté. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, il a quitté la réunion. Bon, je crois que c'était plus ou moins tout ce que j'avais retenu. Hein. Mais le reste, ça va venir au fur et à mesure. En attendant que Kelly revienne. Chef de classe, est-ce que j'ai quand même retenu quelque chose? C'est Dylan, le chef de classe. Il connaît toujours tout. J'ai l'impression que l'enseignante est partie. Je crois que c'est un problème avec Meet fait ça tout ces temps-ci. Il t'éjecte du Google Meet. C'est ce que ça m'a fait avant de revenir là. Ça se coupe seul. Je crois pas. Oui, c'est vrai. Mais l'air qu'il fait aussi n'est pas petit. Donc, on peut aussi arrêter la séance. Je crois que c'est beaucoup plus dû à ça. Moi, ça me fait ça tout le temps. Peut-être parce que je tiens les événements en ligne tout le temps. Je ne sais pas trop. Moi, ça me fait également ça. Ça m'éjecte. Ça éjecte? Ça éjecte seulement les femmes. Elle est sur WhatsApp et maman. On t'a éjecté. Ouais, c'est éjecté seulement les femmes apparemment. Ça t'a éjecté. Migré.
Avant, je croyais que c'était mon téléphone qui faisait ça. Mais c'est vraiment Google Meet qui fait ça. J'ai fait quoi? Vous activez par WhatsApp pour parler. Tout est ouvert.